Bonjour à toutes, aujourd'hui je reçois Nelly avec 2 L sur Instagram, qui a décidé lors de sa retraite de partir voyager à vélo et pas un petit voyage puisqu'elle est partie de Paris à Dakar puis Abidjan. Elle va nous raconter comment est né ce projet, comment elle s'est préparée et évidemment comment s'est passée cette traversée d'Afrique de l'Ouest. Bienvenue Nelly, est-ce que tu veux bien te présenter déjà? Oui, bonjour, merci de me recevoir, Lorraine. Du coup, je m'appelle Nelly, j'ai 55 ans. J'ai fait une carrière militaire de 31 ans et à l'issue, je me suis retirée de cette institution pour prendre ma pension. Et du coup, j'ai 3 grands-enfants. Ok, donc d'où cette retraite tôt, puisque tu es encore jeune. Oui, oui. Et est-ce que tu as toujours été sportive et adepte du voyage à vélo ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé plus tard? Alors le sport fait partie intégrante de ma vie. De mes 12 à 18 ans, j'ai fait de la compétition cycliste. Ensuite, donc, je me suis engagée et moi qui n'aimais pas courir, j'ai commencé la course à pied et j'ai fait quelques semi-marathons, marathons, jusqu'à me blesser il y a une vingtaine d'années quand même maintenant. Et du coup, j'ai arrêté la compétition de ce fait-là, en tous les cas, ces petits challenges sportifs. Mais j'ai quand même gardé voilà, une activité physique. Je me suis remise un petit peu au vélo, mais tranquillement, quoi, vraiment aléatoirement, voilà. Mais en fait, j'ai pas fait de vélo pendant 30 ans, pour être clair. Et avant quand même de faire Paris-Dakar, t'as quand même fait quelques voyages à vélo ou vraiment tu t'es lancé comme ça? Bon, déjà, depuis que je suis disponible, on va dire, je voyage beaucoup en sac à dos, en backpack, un peu partout dans le monde, sur des longs trajets. Et un jour m'est venue l'idée en me disant, mais écoute, ma cocotte, ce serait quand même bien de revenir sur tes anciennes amours et pourquoi pas allier un voyage à vélo avec le voyage. Et donc, en revenant d'un voyage en Inde et au Népal, je me suis dit, allez, achète ton vélo, sinon tu ne partiras jamais. Si tu ne testes pas, tu ne partiras pas. C'est ce que j'ai fait en visant de faire un Paris-Mont-Saint-Michel à vélo sur la Vélocénie. Et donc ça a été très très laborieux le départ. Je me faisais doubler par tout le monde. Je devais rejoindre Versailles la première étape. Je dis à mes enfants, mais je suis même pas sûre d'arriver. Comment je vais arriver jusqu'au Mont-Saint-Michel, vu que ça faisait 3 ans que j'avais pas pris le vélo. Et en fin de compte, de fil en aiguille, j'ai fait même plus puisque cette année-là, j'ai fait 1800 kilomètres test. Oui, oui, du coup, j'ai rejoint Brest, le canal de Nantes et je suis remontée par la Loire à vélo. Voilà. Et donc ça, c'était l'année précédente. Ah, génial, ça fait des beaux périples et une belle prépa du coup. Au moins t'étais sûr que t'aimais bien ça. Oui, voilà. En fait, le but, c'était de savoir déjà également outre le vélo, est-ce que je pouvais dormir dans une tente? Parce qu'en fait, je me suis dit, si tu n'arrives pas à être à l'aise dans une tente en camping, ça sert à rien d'envisager un voyage long, voilà. Parce que c'est vrai que le camping, le bivouac et la tente, ça permet de s'arrêter où que ce soit sans trop préparer le trajet. Et pour moi, c'est très primordial de savoir si à 55 ans justement, je pouvais bien récupérer avec ce mode de voilà de logement. Bon, du coup, ça a été validé. Et du coup, je dormais comme un bébé, j'étais dans ma petite cabane, voilà. Et puis quand on a fait du sport 5-6 heures par jour, on dort bien en général, on se pose pas de questions, faut se reposer. Ça aide, c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a donné envie alors de partir à vélo de Paris à Dakar, puis de poursuivre jusqu'à Abidjan? Parce que c'est quand même vraiment là un sacré Alors périple et assez original. oui, 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 surtout pour un vraiment premier voyage à vélo, puisque moi je le considère comme mon premier voyage à vélo. À l'autre, c'était un test. En fait, quand j'étais jeune, à 20 ans, j'ai fait mon premier voyage en avion vers le Sénégal et je n'avais jamais remis les pieds en Afrique. Et ce voyage avait été quand même relativement intense pour moi, important, puisque bon, je découvrais un autre pays. Et voilà, c'était pas n'importe lequel, c'était loin aussi pour un premier voyage. Et j'avais toujours eu peur de revenir en Afrique en me disant peut-être que le souvenir que j'en ai, en fait, 33 ans après, je vais pas ressentir la même chose, hein. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose de plus important, d'avoir une démarche pour ce voyage qui est un petit peu plus d'intensité pour moi.
Et voilà, je me suis dit Paris-Dakar, ça sonne bien. On va faire ça. Et une fois que je me suis lancé le challenge, je dis bon bah ça y est, dans quoi tu te lances encore ma cocotte? T'as quand même des idées à 2 balles. Voilà, mais une fois que j'ai appuyé sur le bouton, c'est ça y est, hein, c'est parti. Excellent. Et comment tu t'es préparé alors? Bon, physiquement, bon, t'étais déjà en forme, puis tu faisais déjà Non, du pas vélo, trop mais en fait. après, non, pas Non, trop? non, non, parce qu'en fait, je suis donc l'idée est venue. Je suis partie faire un petit périple au Pérou, Brésil. Je suis retournée en Guyane française pour le carnaval. Je suis rentrée en France donc au mois de février. Et puis bon, j'ai profité de la famille, j'ai profité d'un peu de tout le monde, sans vraiment trop faire de sport. Pour te dire, une semaine avant, puisque j'avais communiqué un petit peu sur les réseaux, j'avais dit oh là là, faudrait que j'aille faire un petit tour. Sur le circuit de Vincennes, là, mais j'ai la flemme. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais on pensait que tu n'allais pas partir. Donc, je n'étais pas entraînée du tout. Et en fait, je me suis dit, je me connais, je me suis dit, si tu fais trop de vélo avant, tu sais que tu pars sur quelque chose qui va être quand même relativement intense, qui va te prendre du temps, ne sois pas saturé avant. Voilà. C'est un voyage à vélo, tu as le temps, tu vas partir de Paris sur des terrains relativement plats puisque j'ai longé les canaux, les bords de Seine, bords de Loire, etc. Et me connaissant, je me suis dit si tu t'entraînes 6 mois à l'avance, c'est bon, t'as fait tes 6 mois, t'auras plus envie de monter sur un vélo, tu seras déjà saturé. Donc j'y suis allée un peu, comme on dit, la fleur au fusil, sans entraînement. C'est un peu peut-être de l'inconscience, mais bon, moi je sais comment je fonctionne. Voilà. Et bon, ça a bien fonctionné. Ouais, c'est ça, c'est une bonne approche, juste tu te Oui, connais, et puis oui. bah, effectivement, en plus, le vélo, ça permet aussi, et puis tu pouvais adapter tes étapes, donc t'étais pas obligé de faire des étapes de Oui, fou dès le et départ. fait quand même ce voyage de 1800 kilomètres sans entraînement non plus. Je me connais quand même sportivement parlant. Je sais comment je peux retrouver ma ressource et comment musculairement parlant, en intensité, etc. En y allant tranquillement et graduellement, je me connais, je connais mon organisme, hein. Voilà. Ouais, c'est le plus important. Et au niveau du matériel, est-ce que du coup t'avais déjà acheté un vélo en fait quand t'as fait Vélocénie, etc. Et donc t'as gardé le même, ou est-ce que t'as racheté des choses Oui, différentes alors aussi? quand l'idée m'est venue de faire le périple à vélo, je me suis dit de toute manière tu t'équipes comme si tu pars autour du monde. Donc j'ai pris un bon vélo parce que me connaissant, si ça n'avait pas fonctionné, j'aurais dit c'est la faute au vélo. J'aurais dû, voilà, j'ai du matériel pourri, etc. Je me suis dit au moins t'auras pas d'excuses, t'as un bon vélo. Donc je m'étais déjà équipé des sacoches. J'avais pas pris les sacoches avant que j'ai rajouté pour ce périple-là. J'avais déjà pris enfin, j'avais vraiment pris le matériel comme si je pars en voyage à vélo. Et ton vélo, c'est un VSF, hein, si je me trompe pas. Oui, 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 c'est le TX 800. D'ailleurs, j'ai eu des petits soucis quand même en Afrique avec pour les changements de pièces et donc j'ai roulé une partie du voyage avec un manque de plateau, de pignons, de chaînes, des trucs qui ont un peu sauté et que je n'arrivais pas à remplacer. Et quand je suis revenue là, ben, j'ai dû tout changer en fin de compte. Ouais, ça a été un peu de la bidouille sur les derniers temps. Ouais, pas évident. Ouais, ouais. Mais c'est Et un au bon niveau de vélo. ton... Outre ça, c'est un bon vélo parce que j'ai fait quand même beaucoup de routes. Et moi, ayant fait quand même du vélo route étant jeune, je trouvais une bonne position. Ben les roues, ben, c'est des grandes roues, hein, c'est voilà. Donc en fait, je trouve que c'est un vélo quand même qui, en intensité sur la route, il est génial, quoi. Ouais, c'est des super vélos de voyage, hein. Au niveau de l'itinéraire, comment est-ce que t'as choisi l'itinéraire et tracé? J'avoue que j'arrive pas trop à imaginer du coup comment on se dit bon bah je vais faire Paris-Dakar, je Oui, prends ma oui. petite carte et je trace. Comment Alors t'as fait ça? Est-ce comme qu'il y avait des endroits où tu t'étais dit de toute façon ça c'est incontournable, je veux vraiment y passer, ou est-ce que t'as un peu improvisé? Enfin comment t'as fait? Alors l'itinéraire, si tu veux, moi j'avais quand même dans la tête le fait de me dire je ne suis pas très aguerrie là justement, je vais être chargée hein, puisque le vélo il est déjà lourd, les sacoches aussi, hein, donc j'avais plus d'une vingtaine de kilos sur le dos, plus 16,5 kg le vélo. Je me suis dit moi je me connais, je suis pas une montagnarde, donc je vais essayer d'aller vers le plus plat
Et donc en fait, j'ai pris conseil auprès de personnes qui avaient fait ce trajet-là, notamment, et puis qui m'ont, parce qu'à un moment c'était surtout l'Espagne qui me posait des problèmes. Je me disais, est-ce que je passe milieu d'Espagne en partant vers Bordeaux, ou est-ce que je passe de l'autre côté? Et du coup, j'ai privilégié l'autre côté, justement, faire la Via Rona et passer les Pyrénées, rejoindre la côte espagnole, qui me paraissait moins vallonnée, mais qui était quand même très vallonnée. Donc ça a été assez compliqué. Mais et ensuite, on va dire que la voie royale, arrivé au Maroc, j'ai longé la côte. Il y a qu'une route après, hein. Donc pour arriver à Dakar quasiment. Donc en fait, moi j'ai pas Komoot, j'ai pas tous ces trucs-là. Je suis pas très technologie, donc j'ai fonctionné avec Maps.me, mon ami. Voilà pour suivre la route, hein. Je fonctionne comme ça en voyage en backpack et j'ai fonctionné comme ça également avec ce voyage à vélo. Excellent. Est-ce Ouais. que tu as voyagé, t'étais tout le temps toute seule ou est-ce que tu avais d'autres personnes peut-être qui t'ont accompagnée par moment? Alors, je suis partie seule. Arrivée à Tanger, donc j'avais un ami ancien collègue que j'ai rejoint. Je me suis un peu posée sur Tanger parce que j'ai quand même mis 1 mois et demi à rejoindre le Maroc. Et donc c'était vraiment ma première pause, hein, parce que j'ai quasiment pas fait de pause, hein. Je roulais tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'avais objectif arriver en Afrique. C'était quand même quelque chose de bien intégré, même si c'était dur. Je me disais, tu vas à Dakar, tu vas à Dakar. Des fois j'avais cette petite musique là dans la tête. Et donc arrivé à Tanger, je me suis arrêtée chez lui. Je suis repartie et étonnamment, il m'a rejoint sur quelques étapes où il a pris mes bagages et lui, il me suivait en voiture. Donc ça, c'était Momo. Et puis à un moment, je me suis dit non, quand même, c'est ton voyage, c'est important, ça a vraiment du sens pour toi. Donc j'ai un petit peu remercié et en disant non, là, il faut vraiment surtout que j'envoyais un message comme quoi on ne pouvait pas voyager seul au Maroc, alors que le Maroc, il est vraiment, les gens sont charmants, il n'y a aucun souci pour voyager au Maroc. Voilà, c'est vraiment un pays extraordinaire avec des super belles routes. Les paysages magnifiques, voilà, il n'y a aucune difficulté vraiment à longer la côte espagnole, la côte marocaine, pardon. Et du coup, j'ai continué toute seule, donc les moments très très intenses, c'était forcément, bon, on en parle après. Et puis en cours de voyage, arrivé aux alentours de Nouakchott, j'ai rencontré un jeune Marocain, Redouane, qui faisait le même trajet. Donc bon, c'est un petit peu croisé, recroisé, et du coup, on a vraiment roulé ensemble 2 mois et demi. On est arrivé ensemble à Dakar, et bon, c'était stop ou encore, et on a dit encore, et puis du coup, c'est un jeune homme qui a l'âge de mes enfants, hein, qui a 31 ans. Donc lui, il partait de Marrakech, et du coup, ça a été une révélation pour moi de me dire j'arrive à voyager avec quelqu'un. C'est quelque chose que tu avais jamais fait en fait. Non, et même mes enfants qui me connaissent, au bout de 3, 4 jours, ils me disent, mais maman, t'en as pas marre, il te saoule pas le gars là? Et en fait, c'est vraiment quelqu'un de très gentil, et en fait, ça s'est fait de façon spontanée. Douane, là, il est au Maroc, hein. On a vraiment fait ça intelligemment. Enfin, ça s'est fait naturellement en fait. Voilà. Donc, j'ai beaucoup apprécié également cette découverte du voyage à deux. Ouais, c'est chouette, du coup, tu as eu vraiment les deux aspects en fait. Tu as eu des parties en solo et des parties à deux, c'est Oui, intéressant. oui, oui, oui. Moi, je suis assez indépendante, donc en fait, c'est vrai que j'aime bien faire mon voyage. Puis j'ai l'habitude de voyager seule, hein. Et donc là, pour moi, ça a été de pouvoir partager ça avec quelqu'un sans prise de tête, où tout s'est vraiment déroulé de façon formidable. Et d'ailleurs, il m'a beaucoup aidé d'un point de vue technique, parce que bon, j'ai eu des crevaisons, il était là. J'ai eu le vélo qui a eu pas mal de problèmes, comme je t'ai dit, il touche un petit peu mieux que moi la mécanique. Donc c'est vrai qu'en fin de voyage, là, il m'a. D'ailleurs, c'est lui qui m'a démonté le vélo pour remonter dans l'avion la veille, pour te dire. Ouais, ouais, ouais. Et au niveau de la logistique, donc temps et tu vois hébergement, ravitaillement, formalité, même parce que tu passes quand même d'un pays à l'autre. Ouais. Comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est bien passé. Donc,
Bon, déjà, jusqu'au Maroc, il n'y a pas de visa. Le seul visa qui était sur le voyage initial où je m'étais renseignée, c'était la Mauritanie. Donc, à l'époque, il y avait un visa à l'arrivée. Donc, je sais que c'est 55 euros. Maintenant, apparemment, il faut s'inscrire sur une plateforme pour avoir un QR code. Et puis, donc, ça a un petit peu changé, je crois, pour la Mauritanie. Mais enfin, bon, moi, je suis arrivée à la frontière mauritanienne, j'ai payé mon visa et puis voilà, quoi. Et puis ensuite, bon, plus loin dans le voyage, il a fallu faire des démarches pour les visas, mais disons que pour le voyage initial qui était Paris-Dakar, voilà, il y avait que la Mauritanie. Moi, j'ai envie de dire que ce voyage, je l'ai pas hyper préparé, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait que j'avance. Les étapes, je savais que j'avais ma tente pour dormir. Donc en fait, c'était bon, je me suis quand même dit voilà, essaye de faire tant de kilomètres par jour, mais c'était pas une obligation, hein. Je me suis vraiment écoutée. J'ai fait un petit peu une règle des 30-20-20 qui est ma règle propre. 30 kilomètres, je fais une bonne pause. 20 kilomètres, je fais une bonne pause. Et puis après les 20 derniers kilomètres, je commence à voir un petit peu où je vais pouvoir m'arrêter ou bivouaquer. S'il y a un camping sur la partie France et Espagne, j'ai fait pas mal de camping. Sur la partie Maroc, j'ai fait quelques hôtels, mais beaucoup de camping et de bivouac. Sur la partie Sénégal, j'ai fait du bivouac et accueil également chez les chefs du village ou chez les habitants, parce qu'en fait, tu plantes pas ta tente n'importe où. Il y a des règles. Sur la partie Guinée-Conakry, énormément de bivouac. Et sur la partie Côte d'Ivoire, du bivouac, un peu d'accueil, chef de village. Donc en fait, chaque jour était un nouveau jour. Ouais, je vois. Et quand tu parles d'accueil de chef de village, tu disais qu'il y a des règles. Comment ça se passe en fait? Ça veut dire que quand tu arrives dans le village, tu vas te présenter quelque part et pour demander où est-ce que tu peux t'installer? Exactement. Donc dès que tu arrives, dès le Sénégal, hein, en fait, tu demandes à voir le chef du village, parce que même si tu demandes à quelqu'un, est-ce que je peux planter ma tente ici, on te dit va voir le chef du village. Donc voilà. Donc en fait, la majorité du temps, sauf exception, il faut l'aval du chef du village pour pouvoir résider dans le village. Ou sinon, la personne t'accueille mais prévient le chef du village. Donc il y a tout un cérémonial, hein. En général, ce qui se passe, c'est que le chef du village ou la famille t'amène 2 chaises en plastique, les chaises des invités. Donc tu t'assois sur la chaise en plastique et puis là tu discutes. Dans le meilleur des cas, on te dit bon, il y a une pièce ici où tu pourras loger. On te demande si tu veux te doucher ou quoi que ce soit. On t'amène le repas même. Tu vois, c'est vraiment l'accueil, hein, la teranga au Sénégal et puis ailleurs, c'est la même chose, hein. Et dans le cas le moins sympathique, c'est que tu es déjà fatigué et tu restes 3 heures sur ta chaise et puis t'attends que ça se passe et tu sais pas si tu pourras planter ta tente, si tu auras une pièce, si tu pourras te doucher, etc. Donc c'est vrai qu'à un moment c'était un peu fatigant de pas savoir, de se dire bon, je vais peut-être rester 3-4 heures sur la chaise, attendre 20 heures, il fait nuit, tu dois monter ta tente ou tu vas être dans une pièce où tu auras des moustiques aussi, parce que toi, dans ta tente, t'as la moustiquaire, mais quand on te propose une pièce, c'est bah, tu sais pas si ce sera aéré, etc. Donc c'est ce qui a fait que bon, par exemple en Côte d'Ivoire, on a tenté d'aller un petit peu moins vers les chefs du village parce que des fois c'était fatigant. C'était J'imagine. gentil, hein, c'était généreux. C'est hyper gentil, ouais, bien sûr. Ouais. C'est souvent très généreux, c'est très formaté quand même, hein, mais avec de beaux échanges. Mais ouais, il faut que ça se voit, savoir que ça se passe comme ça. Tu plantes, même des fois on faisait du bivouac et bon, si quelqu'un le matin nous voyait partir, on nous demandait vous êtes allé voir le chef du village? Non, non, c'est où le village? On faisait un peu les nounouilles là pour dire non, non, mais on n'y est pas allé quoi, grosso modo pour on est arrivé tard. Ouais, c'est impressionnant qu'il y ait, en fait, enfin, c'est hyper, ouais, Ouais. organisé, quoi, quelque part. Et mais au final, on te disait toujours que t'avais le droit de rester, quoi, quelque part. Tu t'as Au pas eu de final, moment où on oui, t'a oui, dit. toujours, Ouais. toujours, ouais, Ouais, ouais. donc il y a quand même un accueil qui est Ouais, ouais, adorable, ouais, quoi. toujours. Et la majorité du temps, ça se passait bien, hein. C'est voilà, où les familles étaient très accueillantes. En fait, pour les familles, pour certaines familles, c'est un honneur de te recevoir.
Il y a des chefs du village qui ont pris des photos, qui m'ont dit, ah ben, je vais développer la photo, je vais l'accrocher chez moi. Parce que c'était un honneur de nous recevoir. Donc, en fait, c'est vrai que les repères sont différents. En plus, je suis arrivée dans une période où l'Afrique et la France, bon, c'est pas trop ça. Et les gens m'ont demandé quel est l'accueil, etc. La majorité du temps, enfin moi j'ai pas eu de soucis du tout au niveau de l'accueil. Un petit peu en Côte d'Ivoire, il y avait quelques grincements. Il y a eu quelques petites expériences un petit peu moyennes, on va dire, mais sur le reste du trajet, pas du tout. Non, non, on a été vraiment très très bien accueillis par la population. Et on va passer vraiment au cœur du voyage. Oui. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, enfin, j'imagine que quand on part comme ça, il y a des sensations particulières de partir pour un aussi long voyage. Donc, quand tu donnes tes premiers coups de pédale au départ de Paris, t'as quelle sensation? Alors déjà, c'est la première fois où je communiquais déjà en amont sur le voyage en disant je vais faire un Paris-Dakar. Et puis une fois que j'ai lancé l'idée, je me suis lancé à faire ma plaque d'immatriculation derrière, enfin bon, à voir un peu, voilà, à imaginer un petit peu tout ça. Et je m'impatientais, j'avais donné une date de départ et je me disais bon, quand est-ce qu'elle arrive cette date? En fait, j'étais impatiente de partir et en même temps j'étais là, mais dans quoi tu te lances quoi? Qu'est-ce que t'as encore été raconté que t'allais faire, quoi. Donc le premier coup de pédale, et ben en fait, je suis arrivée, j'avais dit départ de Nation, donc en fait c'est le coin que je connais, donc je suis partie de chez moi à Nation puisque j'habite dans le Val-de-Marne. Je voulais vraiment partir de Paris, donc Nation Paris c'est opportun. Et il faisait beau et je me suis dit bon bah ça y est quoi, ça y est, mais en n'y croyant pas vraiment. J'étais un peu voilà, bon bah ça y est, je vais à Nation, je pars et puis là je fais mes premiers kilomètres le long de la Seine, bon qui était quand même je connaissais quoi, donc il y a rien de fabuleux là-dedans hein, et puis le but, c'est de se dire bon donc la première étape, j'avais dit bon, je vais aller vers là, je vais faire à peu près ce nombre de kilomètres pour être sûr d'avoir un camping, un peu de stress. Et le stress du premier jour, en fait non, ça c'est parti dès le deuxième jour. En fait, je me suis dit bon allez, tu pédales maintenant. Voilà, c'est parti avec de la joie, beaucoup de bonheur, de même découvrir la France à vélo comme ça. Euh, Comme je t'ai dit, j'ai suivi les bords de Seine, les bords de Loire, les bords de Loing, les bords de tout en fait. Donc j'étais sur des sites en voie propre. Il faisait beau. Je suis partie le 11 août. Bon, moi j'aime la chaleur. D'ailleurs il faisait très beau des fois, très chaud même des fois. Enfin moi j'ai pas eu de froid du tout pendant 6 mois. J'ai eu 2 fois de la pluie. J'aime pas la pluie, donc heureusement que j'ai pas eu plus de pluie. J'ai eu 2 fois de la pluie en Espagne. Avec les dénivelés, les bagages, je me disais oh là là, heureusement que j'ai pas eu plus de pluie parce que c'est même dangereux quoi, tu vois. Voilà mais beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité en fait dans ce voyage, ouais. Beaucoup d'émerveillement. Et quels ont été les plus grands défis que t'as rencontrés sur la route? Alors les plus grands moments en tous les cas, c'est pour moi les plus intenses, hein. Ça a été vraiment la traversée du Sahara occidental, du Sahara marocain. C'est énorme. Tu es là, mais j'y suis quoi. C'est un truc exceptionnel. Et la traversée du Sahara mauritanien, où tu es seul au monde. En fait, t'as 3-4 camions qui te dépassent sur la route. Et là, je me suis rendu compte d'être dans quelque chose de vraiment hors norme. En fait, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit mais ouah, tu y es. Et j'avais des sensations de bonheur intense, avec les larmes aux yeux des fois, de me dire tu y es, ça y est, t'es dedans quoi, t'es vraiment dans ton aventure, t'es vraiment dans ton truc. Et ouais, ça c'était énorme. Et l'autre partie du voyage qui m'a énormément plu, qui a été très intense, c'est la Guinée-Conakry que je ne connaissais pas du tout. Alors étonnamment, bon, Dakar c'était l'arrivée, donc j'ai eu beaucoup d'émotions par rapport à ces retrouvailles-là du Sénégal. Mais les endroits qui m'ont le plus émerveillé, donc le Sahara et la Guinée forestière, où c'est pareil, t'as aucun touriste, les gens sont formidables, ils sont vraiment certains dans des situations assez précaires, sans électricité, d'une simplicité et d'un accueil formidable. Les paysages m'ont énormément plu.
Ouais, c'était deux moments très intenses dans le voyage. Ça a l'air incroyable. Mais en fait, Le quand c'est Sahara, pas ça m'était... touristique, tu sens que tu vis quelque chose d'exceptionnel. Ouais, j'imagine. Le Sahara, ça prenait combien de temps, du coup, de traverser? Alors, je sais pas exactement. La Mauritanie, ça a été assez vite. Étonnamment, bon, j'avais un petit peu peur parce que j'avais des cyclistes qui étaient passés devant moi, qui étaient beaucoup plus aguerris, qui étaient passés par les montagnes, avec qui j'étais en contact, parce que c'est tout un réseau. Hein. Faut savoir que, en fait, j'étais pas seule à voyager en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, il y en a qui continuent jusque loin, hein, jusque l'Afrique du Sud. Et en fait, il y a certaines personnes avec qui je communiquais qui m'avaient dit ah là là, je suis au milieu du désert, là, je vais peut-être prendre un camion parce que j'ai le vent de face, je n'avance pas, je fais du 5 km/h. Oh, je me disais mais c'est lui, il y arrive pas, mais comment ça va être? J'ai dit mais et puis moi j'avais dit je montrais pendant ma tête le but c'était d'arriver quand même sans transport. Et c'est pour moi le challenge c'était j'avais pas vraiment un challenge de temps même si j'avais donné un ordre d'idée, mais le but c'était vraiment d'arriver à vélo, quoi, du début à la fin, ce que j'ai fait. Et donc en fait, ouais, donc je me suis lancée dans la Mauritanie là, et ben ça a été exceptionnel parce que j'ai eu du vent de dos tout le temps et j'ai fait Chanceuse. des étapes de 150 kilomètres, ce qui m'était jamais arrivé, même sur les routes pourries et tout ça, avec le sable, la chaleur et tout ça. Et j'ai vraiment mis très très peu de temps, j'ai mis moins d'une semaine à arriver jusqu'à Nouakchott, mais c'était exceptionnel. Ça doit être bien fou. Et Ouais. à l'inverse, est-ce que tu as eu des moments vraiment plus difficiles où même tu as un peu douté et que tu avais limite Bah, envie les moments d'arrêter? plus difficiles, étonnamment, c'était en Espagne, avec le dénivelé, d'une part, et d'autre part, en fin de circuit sur l'Espagne, les routes qui étaient quand même très très passantes. Des fois, je me retrouvais justement à me dire mais je passe où? J'arrivais sur des limites des autoroutes et j'avais pas d'option pour bifurquer. Et là, c'est là où quelques-uns de mes abonnés qui connaissaient un peu mieux la région m'ont dit mais essaye là, là il y a des voies piétonnes. Et donc je suis arrivée jusqu'à Algeciras. Mais il y a un moment, pour te dire, je suis quand même allée voir un bus pour me dire bah je veux pas mourir, je vais monter dans un bus et je me suis dit bah tant pis, c'est pas grave, tu l'auras pas fait tout à fait à vélo. Et le bus ils m'ont demandé de démonter le vélo, de faire comme dans l'avion. J'ai dit mais attends, moi je sais pas démonter mon vélo, je vais pas faire ça. Et quand on m'a trouvé une espèce de solution vers les bords de mer, sur les voies piétonnes, là, j'ai dit bon allez. Et du coup, je suis arrivée sans prendre ce bus. Et je suis bien contente de ne pas l'avoir pris, mais non, ça a été un gros moment de doute face à la circulation et à ces routes surchargées. Et étonnamment, je pensais avoir des soucis avec la circulation au Maroc ou dans d'autres pays. Pas du tout. Les gens, enfin, j'ai été relativement sereine tout le temps. Les gens faisaient attention. Ah ouais, j'étais surprise. Je dis ah, mais les gens font attention au vélo, quoi. Je me suis pas sentie en danger sur la route. Ça, c'est génial, c'est tellement important. Ouais, Et bah en... oui, parce que je me disais oh là là, bon l'Espagne, les gens sont très civiques et donc il y avait pas de problème pour ça. Il y avait de la circulation, mais les gens faisaient attention malgré tout. Mais pour les Ça, autres c'est pays, top. j'ai pas eu de soucis non plus. Et d'une manière générale, au cours du voyage, est-ce que tu as ressenti vraiment certaines différences en passant d'un pays à l'autre? Ah bah oui, ah oui, oui, il y a déjà l'Europe c'est l'Europe hein, voilà ça c'est comme je dis tout le temps j'ai toujours une partie dans mes expéditions on va dire une partie c'est du voyage et il y a une partie c'est l'aventure. Donc pour moi le voyage c'était France-Espagne. Je suis rentrée en aventure à partir du Maroc parce que forcément tu as un dépaysement, tu as des cultures différentes, tu as un accueil différent. Quand je suis arrivée au Sénégal, ça a encore été différent. Quand je suis passée, ne serait-ce que même du Sénégal jusqu'à Dakar et ensuite la Casamance, c'était déjà différent également au niveau des paysages, des accueils, etc. Guinée-Conakry encore très différent, Côte d'Ivoire encore très différent. Ah oui oui non, tu sens que dès que tu changes de pays, dès que tu changes de région, tu as quand même ouais ça se distingue. Est-ce que tu peux nous expliquer certaines de ces différences qui t'ont peut-être plus marqué? Euh,
Alors, par exemple, quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai été surprise, mais là, pas dans le bon sens du terme. Moi qui retournais au Sénégal, c'est que des gens sollicitaient beaucoup sur l'aspect financier. Donc, en fait, j'étais en vélo et en fait, tout du long, les gens, même les mamans qui parlaient pas un mot de français, c'était l'argent, donne l'argent, cadeau, ballon, enfin voilà, toute la journée, hein. Jusque de Saint-Louis jusqu'à Dakar, c'était ça. Donc ça m'a un peu interloqué. Je me rappelais pas de cet aspect-là. Après, les gens sont très généreux, t'accueillent, etc. Mais il y a quand même cet aspect-là où tu es extrêmement sollicité parce que je pense que c'est une zone où il y a quand même pas mal de tourisme sur la côte. Et en fait, les gens, je sais pas, doivent être habitués à ce qu'on leur donne, quoi. Donc, du coup, ils sollicitent. C'est devenu presque normal que qu'on donne quelque chose. Donc ça faussait un petit peu les rapports, les contacts humains. J'ai été un petit peu contrariée de ce côté-là. Malgré tout, même si c'était un bon accueil, j'étais contente de rentrer au Sénégal, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu déstabilisée, j'avoue. Je savais pas trop comment réagir, voilà. Arrivé en Casamance, c'était donne ton vélo. Donc là, c'était plus donne l'argent, c'était donne ton vélo sur la route. Il y a beaucoup de gens qui font des choses en vélo, des jeunes, ils vont à l'école en vélo, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voyagent à vélo, qui donnent les vélos ou des associations qui amènent des vélos dans les écoles. Donc en fait, j'ai dit oui, mais moi si je donne mon vélo, mon voyage il est fini. Voilà. Après, arrivé en Guinée-Conakry, c'était tout babou, tout babou. Et alors c'était rigolo parce qu'en fait, là c'était vraiment dans un bon esprit. T'avais les enfants au début du village qui commençaient à crier tout babou, et là tu voyais tous les enfants tout le long du village qui criaient. C'était comme une alarme en fait. Et en fait, tout babou, mais ils criaient, hein, ils te suivaient en courant et tout ça. C'était trop mignon. Sur le coup, ça fait. Bon, il y avait déjà eu un petit peu au Sénégal, c'était Toubab. Alors d'ailleurs là, à un moment, j'étais avec Redouane, qui est marocain, qui disait Toubab, Toubab. Il croyait que ça voulait dire bonjour. Il me dit mais ça veut dire quoi Toubab? J'ai dit mais t'es le blond. Ou les gens ils te disaient le blond. Ouais. Ah, mais des fois, au bout d'un moment, même je dis mais mince, le blanc, le blanc. J'ai dit le noir. J'ai dit, parce qu'ici en France, tu dis plus ça, tu vois, tu dis le noir, ça devient un machin. Mais alors il y a quelqu'un qui m'avait répondu, tu es blanc, mais j'ai dit tu es noir. Non, donc C'est sûr. il faut réagir en fonction de l'environnement. Et ouais, il y a des différences par rapport à ça. Après, il y a des différences forcément de paysage. Il y a des différences de langue. C'est-à-dire que chacun a son dialecte. D'un village à l'autre, tu tombes sur des Peuls, des Diola, etc., des Wolofs. Du coup, tu apprends quelques mots et puis quelques kilomètres plus loin, t'as pas le même dialecte. Donc, du coup, tu commences à dire Ndiarama, machin. Et non, en fait, c'est pas ça, c'est autre chose. Voilà. Et t'as réussi à avoir justement des échanges. Alors il y a évidemment toute cette question des dialectes. Bon, au Sénégal, il y a pas mal de gens qui parlent français, mais quand Oui. même. Et ouais, est-ce que c'est un des points quand même importants du voyage, les échanges que t'as réussi à avoir, peut-être Alors, malgré aussi cet aspect financier qui est pas toujours oui, oui, simple. oui. Bon, j'en parle, mais c'était pas l'aspect principal du voyage. J'ai eu énormément d'échanges. Les gens, comme je te dis, sont quand même extrêmement bienveillants, comme partout dans le monde. Et c'était, on va dire, quasiment mon premier voyage où j'étais dans des pays francophones, mis à part l'Espagne. Bon, au Maroc, il y a quand même encore beaucoup de personnes qui parlent français. Mauritanie, pareil. Sénégal pareil, Guinée-Conakry pareil, enfin c'est les langues officielles, hein, donc voilà, Côte d'Ivoire pareil. Donc en fait, des échanges, oui, forcément, j'en ai eu très très intéressants. J'ai eu des gros coups de cœur pour des personnes, voilà, également des gens qui m'ont vraiment touché, avec qui, bon, j'étais quand même sur du slow travel. Hein. J'ai mis 6 mois à faire le voyage, 3 mois arrivé à Dakar. Là, c'était un petit peu plus la course parce que c'était le challenge. Et après, j'ai vraiment pris le temps. Je suis restée une semaine dans les familles. Voilà. J'ai vraiment pris le temps à certains moments pour ce voyage. C'était pas une compétition du tout. Et le but du voyage, c'était vraiment ces échanges très très Ouais, forts. c'est tellement important. Oui. Et une fois que t'es arrivé, donc pour comprendre, parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment revenu dessus, en fait, une fois que t'es arrivé à Dakar,
Mhm. C'est là, donc, si était ton objectif initial. Là, finalement, tu as décidé de continuer en allant jusqu'à Abidjan, c'est ça? Alors, dans ma tête, je m'étais dit, si jamais je suis bien à Dakar, mais c'était vraiment le gros point d'interrogation, hein. Je me suis pas laissé la place à l'échec déjà. Je me suis dit, j'irai à Dakar. Coûte que coûte, c'était vraiment ancré chez moi. Bon, je me suis pas laissé la place au doute. Donc ça, c'était sûr. Et après, je me suis dit, en fonction de l'état où tu arrives à Dakar, bon, tu aimerais bien faire quand même la Casamance. Moi, je ne connaissais pas la Casamance parce que dans les années 90, on ne pouvait pas y aller. Il y avait des conflits en Casamance. Et donc, en fait, du coup, je m'étais quand même dit ça, si t'es pas trop mal, si t'en as pas marre, voilà, l'objectif, c'était la Casamance. Et arrivé là-bas, bah, en fait, je me suis dit, bah non, stop ou encore. Je me voyais pas rentrer en plein hiver en France. Et du coup, ben voilà, donc j'aurais pu passer vers la Sierra Leone et le Liberia. Il y avait des histoires de visa aussi. Ben, du coup, comme je voyageais avec Redouane, bon, lui, il n'avait pas de visa pour Guinée-Conakry. On faisait un petit peu attention au budget, notamment au sien, sur ce voyage. Puis comme c'était sympathique, donc du coup, on s'est dit bon, on va faire la Guinée-Conakry. On va pas demander les visas pour Sierra Leone, Liberia. Et donc du coup, même à un moment, je m'étais dit, je vais aller même plus loin. Je m'étais dit, bah, je vais faire Ghana, Bénin, Togo. Mais en fait, la limite du voyage, elle est arrivée par elle-même. C'est-à-dire que bon, la Guinée-Conakry, c'est très vallonné. J'avais des problèmes mécaniques, comme je t'ai dit, qui sont arrivés au fur et à mesure. Donc en fait, il y a une fatigue qui s'est accumulée. Arrivé en Côte d'Ivoire, les bivouacs étaient plus compliqués. Il y avait l'accès à l'eau était plus compliqué parce que les fontaines, il y avait des clés sur les fontaines, ce qui n'existait pas sur la Guinée-Conakry où il y avait des fontaines partout. Voilà. Et puis le climat était en Côte d'Ivoire très chaud et humide, c'est-à-dire tu pédalais 10 minutes, t'étais trempé. Donc en fait, du coup, les options bivouac, c'était moins facile. Donc en fait, il y a eu un moment, à 100 kilomètres d'Abidjan, pour te dire, je commençais à fatiguer et tout ça, et on s'assoit avec Redouane et là j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs en disant bon on fait quoi, on a commencé à délirer, on va prendre un bus pour les 100 derniers kilomètres. Ouais on le fait pas, j'étais là oui et puis en fin de compte ben tu sais quoi, j'étais arrivée au point de me dire non mais ces 100 derniers kilomètres jusqu'à Abidjan ce ne sera pas du plaisir. Donc moi j'ai fait tout mon voyage avec plaisir et je me suis dit ça sert à rien pour 100 kilomètres. Et ben on a passé la nuit dans la tente à l'arrêt de bus et on est parti au petit matin en bus. Voilà, le voyage était terminé, c'était la fin. Au C'est bout de six très mois. bien de s'écouter de toute façon. Au bout de 6 mois, j'ai dit ben Finex, c'est bon. Maintenant, il est temps de rentrer. Et en général, mes voyages, même en sac à dos, au bout de 5, 6 mois, je commence à fatiguer. Je n'ai plus l'émerveillement comme j'ai au début. Voilà, je sais que moi, j'ai une limite un petit peu, c'est 5, 6 mois. Alors peut-être qu'un jour, je le ferai plus, mais 5, 6 mois, je commence à... Moi, je suis quand même quelqu'un d'entier, donc il faut que je vive les choses avec passion dans tout ce que je fais. Et voilà, s'il y a plus ça ou s'il y a moins et que ça devient un automatisme, c'est pas la peine. Il faut que j'arrête et me relancer pour la suite sur un futur projet. Bah, c'est super comme ça, parce qu'au Voilà, moins t'as pas, justement, t'es toujours dans une phase où en fait t'es vraiment contente d'être là, et dès que tu commences à exactement. ressentir que t'as envie de rentrer, t'arrêtes, et ça se Ouais, termine, et du coup t'as pas de regrets. Enfin, ouais, je ouais. reviens juste sur l'eau. C'est vrai que je t'en ai pas parlé, et là Mm. tu viens d'en parler, et du coup forcément j'ai des questions. Ouais. Comment t'as géré en fait l'eau bah, dans toute la partie Afrique, parce que c'est pas des pays où c'est forcément hyper facile de boire aussi pour nous. Est-ce que tu filtrais l'eau? Est-ce que tu avais des pastilles? Enfin, comment t'as géré ça? Et même comment t'y accédais, en fait? Alors, si tu veux, en prévision, j'avais eu une petite collaboration, je peux citer le nom, c'est avec Coco. Donc, ils me Bien sûr. donnaient une gourde, hein, tout simplement. Donc, j'avais prévu ça. Ça m'a servi un petit peu, mais pas tant que ça, parce que j'ai pas tant que ça filtré l'eau. À certains moments, ça m'a servi, c'était nécessaire quand quand je suis arrivée sur des rivières, etc. Que j'avais. Mais la plupart du temps,
les gens, ils boivent quand même dans les pays, et même dans le désert. Bon, j'étais très chargée par contre en eau quand je roulais. Je n'ai jamais été en manque d'eau ni de nourriture, hein. Moi, j'ai bien mangé. D'ailleurs, j'ai pas perdu trop de poids par rapport à certains. J'ai mangé les pâtisseries orientales, j'ai mangé bien le riz, la sauce, le machin, le pain machin. Enfin bon, moi, j'ai pas eu faim, hein. Et l'eau, je prévoyais justement, c'est pour ça que j'avais rajouté mes sacoches avant. J'avais de quoi vraiment transporter des litres et des litres d'eau. Donc en fait, je me suis beaucoup hydratée. Tu as quand même, même dans le désert, des boutiques, des stations-service en fin de compte tous les 80 kilomètres. Donc tu peux te ravitailler en eau, soit en eau du robinet, soit en en eau minérale, hein. Voilà. Et comme je t'ai dit, dans le reste de l'Afrique, il y a beaucoup de fontaines qui sont à disposition ou de puits. Qui viennent de la nappe phréatique, donc l'eau elle est saine la plupart du temps. Donc voilà, soit j'étais avec ma gourde filtrante, ou soit j'étais sur on va dire de l'eau sécurisée que les gens boivent, et je dois pas avoir l'estomac fragile, je ne sais pas, mais en tous les cas j'ai pas eu de crainte à ce propos-là. Et t'as pas été malade non plus, donc Non, ça c'est pas bien du passé. tout. J'ai mangé local tout le temps. Même dans les petits boui-boui et tout ça, mais c'est ça, j'ai l'habitude dans tous mes voyages, hein. Donc je pense que mon organisme, il a l'habitude de changer d'alimentation tous les 5-6 mois. Voilà, moi j'aurais vraiment tout mangé dans ma vie. Ouais. Bah c'est quand même rassurant, c'est bien d'avoir l'estomac solide comme Bah ça. écoute, on parle de microbiote, T'as je moins de sais pas contraintes. comment est mon microbiote, parce que moi franchement, entre d'un pays à l'autre, les nourritures sont vraiment très très différentes, quoi, hein. T'as peut-être un super microbiote qui justement Voilà, est je pense que complètement adapté à plein de choses et bien varié. voilà, là c'est varié, ouais, ouais, ouais. Et est-ce que t'as des envies d'un prochain voyage, projet à vélo ou à pied alors après ça? Alors d'habitude, comme je dis, le 31 décembre, j'ai déjà un pied d'avance sur ce qui va m'arriver. Et là, je me suis retrouvée devant une page blanche. Bon, j'étais en cours de voyage, mais ça m'est déjà arrivé aussi d'être en cours de voyage et d'avoir déjà un projet pour l'année suivante. Et là, je me suis dit, je vais accueillir ceux qui viennent vers moi. Mais pour tout, je vais dire oui à tout. Voilà. Et donc, je sais que je vais rester l'été en France, jusqu'à l'été en France. Je pense que je repartirai vraiment sur un gros voyage septembre, octobre, novembre. Et puis après, mais je sais pas encore quoi. Et là, je me lance sur un petit voyage en France au mois de mai avec une association que j'ai rencontrée par une jeune fille qui a fait un petit tour de France en vélo. C'est Une lettre à un sourire. Et donc, je vais aller dans le Finistère, qui est ma région d'origine, où j'ai encore toute ma famille, distribuer des lettres dans les EHPAD. Donc ça s'est joué là en arrivant, hein. Donc tout s'accélère, et donc je vais distribuer des lettres de l'école de gendarmerie de Châteaulin dans les EHPAD du Finistère. Ce qui va être l'occasion de rencontrer les anciens, ce qui va être l'occasion également de faire des petits sujets sur le Finistère, que je connais peu en fin de compte, parce que moi à chaque fois je vais dans la famille et je vais à la plage en face de la maison, et voilà. Donc en fait je pense que je vais faire des micro-sujets sur ma région, avec l'aide des anciens, puisque je vais leur demander ce qu'il y a à voir dans le coin. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas, on verra bien. Voilà. Donc tout le mois de mai déjà, je suis prise. Il y a une personne que j'avais rencontrée quand j'avais fait un Paris-Deauville qui n'a jamais fait de voyage en vélo et qui roule sur Vincennes. Et donc du coup, il m'a dit que lui, il aimerait bien faire un jour un voyage en vélo jusque Berlin. Et là, récemment, il m'a dit, ce serait bien que tu le fasses avec moi pour mon premier voyage à vélo. Bon, pourquoi pas, je vais voir. C'est pas encore calé. Bon, ça fait des beaux projets, et puis pour le reste, tu vas te laisser porter. Tu Je me verras ce laisse qui se présente. porter. Et tu sais, une chose importante de ce voyage, ce que ça m'a appris, hein, et vraiment ça, je tiens à le dire, c'est que tu vis dans un état d'urgence un petit peu, tu es en mode survie. Enfin, c'est ça, ça m'a appris un petit peu ça. Le mode survie pour moi, c'est où tu trouves de l'eau, qu'est-ce que tu manges, où tu vas dormir en sécurité. Et en fait, tu es vraiment dans l'instant présent.
Et j'ai eu plein de leçons, hein, au cours de mes voyages, puisque des fois certains étaient borderline dans des zones perdues. Voilà, j'ai quand même fait pas mal de choses avant également. Mais ce voyage en particulier, je pense que ça m'a donné cette vision-là, d'être vraiment dans l'instant présent. Euh, et ça, c'est une grande leçon pour moi, parce que j'ai toujours justement un pied d'avant sur l'après, sur l'avant, sur voilà. Là, quelqu'un qui va pas bien dans sa tête, il faut qu'il fasse un voyage à vélo, parce que tu es sur les comment dire, sur les gestes essentiels, Les en gens fin de compte. fondamentaux, en fait, ouais. Sur les fondamentaux, t'as pas le temps de penser à autre chose. Tu penses à toi, à comment tu vas te laver, comment tu vas, voilà. Et ça, c'est bien. C'est pas mal, ça. Ça peut faire du bien. Ouais, Et pour c'est une autre terminer, façon de voir Nelly, les choses. Oui. pour terminer, quel message est-ce que tu aimerais transmettre à des femmes, jeunes ou moins jeunes, qui rêvent de se lancer à vélo, mais qui osent pas forcément se lancer? Oui, alors quand bah déjà il faut faire le premier pas, c'est-à-dire s'équiper. Il faut se dire que le voyage à vélo, même si tu as un objectif d'arriver quelque part, c'est du jour le jour, au jour le jour, c'est-à-dire tous les jours, tu te dis je fais tant de kilomètres et en fin de compte, tu es capable de faire 30 kilomètres par jour ou 20 kilomètres par jour ou 10 kilomètres par jour, en fait. C'est ça le truc. Faut penser au jour le jour avec un objectif qui est celui qu'on décide, hein. Mais faire un petit test, se lancer et puis bah voilà quoi, ça tout se passe bien et bon pour les plus anciennes comme moi qui se lancent en voyage à vélo, ah oui, ne pas attendre de savoir tout. Moi je sais qu'on m'a dit oui, tu sais pas changer une roue, tu sais pas ceci, tu sais pas cela. Bah oui, quand je suis partie voyager au Mexique, je parlais pas anglais, je parlais pas espagnol. S'il avait fallu que je sois trilingue pour voyager, je serais jamais partie. Et ben là c'est pareil, si j'avais dû savoir techniquement m'occuper d'un vélo, bah en fait je serais jamais partie quoi. Je serais partie peut-être je sais pas quand. Ouais, donc ne pas se mettre d'obstacles soi-même quoi. C'est-à-dire, t'as envie de faire les choses, tu fais les choses. Moi, enfin, voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont changé mes chambres à air, mes machins, qui m'ont démonté mon vélo pour mon... Voilà, la vie, elle est faite d'opportunités. Je m'étais dit, même si je suis seule dans le désert, qu'il m'arrive un truc, au pire, il y a des camions qui passent, des camions de marchandises, ils te doublent, tu feras du stop sur un camion. En fait, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Voilà, ne pas avoir peur des autres, ne pas avoir peur de l'étranger. Les gens sont très très bienveillants en général, tu as un très bon accueil. En tant que femme, tu n'es pas plus exposée que ça. Les gens ils veulent t'aider. Ça surprend un petit peu. Donc dans certaines populations, bah en fait, quand t'es une femme, bah les gens ils sont quand même aux petits soins aussi. Hein, ils veulent t'aider. Les hommes ils veulent tous t'aider. Hein. Quand t'as un problème, ils veulent tous t'aider. C'est universel. Voilà. Et il n'y a pas d'âge pour faire les choses, faut juste, en fait, l'âge, il est dans ce que tu fais. Il est dans ce que tu fais. Moi, je ne fonctionne pas comme un âge, je fonctionne comme une personnalité qui a envie de faire des choses. Donc, faut pas se mettre d'obstacles. Faut pas se dire ah oui, je suis une femme, je peux pas, j'ai tel âge, je peux pas, jeune ou moins jeune. Hein. Voilà, il faut pas avoir toutes les conditions en main pour partir. Eh ben, c'est un beau message pour terminer. Bah, merci beaucoup, Nelly, pour ce partage. C'était vraiment intéressant. Je suis ravie Ouais, d'avoir franchement. découvert tout ce voyage plus en détail et je pense que ça va inspirer pas mal de monde. Ouais, il y a plein de choses à raconter, il y a plein de souvenirs en tous les cas. On va continuer à suivre tes aventures sur Nelly avec 2 L sur Insta. Et ben, Ouais. à très bientôt pour de nouvelles interviews sur la Sportive Outdoor. Merci.